qui donnait, si je prends toutes les données depuis les années 50 jusqu'à maintenant, je vais avoir à peu près 5% d'inflation espérée moyennée sur la période. Et depuis le début des années 2000, la BCE, elle s'efforce de maintenir son 2%, ce qui fait qu'on se retrouve avec des situations de ce style. Vous voyez que si je construis un modèle dans lequel je reprends de l'inflation, je vais projeter de l'inflation avec un modèle, ici j'ai dû prendre un autorégressif d'ordre 1, donc j'ai un historique, je ne sais pas si hop, je peux vous le grossir un peu. Hop là. Bon, donc la série noire, hein, c'est l'historique avec ici les années 80. Pourquoi j'ai coupé en deux comme ça? Et puis ici la période plus récente sur laquelle je vais faire des simulations. Alors, comme je me suis placé dans une logique de backtesting, ce que je fais, c'est que j'ai pris mon modèle en le faisant de la manière suivante. À droite, j'ai simplement calibré le modèle autorégressif sur cette série-là. Et j'ai donc le noir ici, qui est ici sur la partie droite du graphe de droite. C'est les observations de 1980 jusqu'à 2015 à peu près. Et ce que j'ai en bleu, c'est ma trajectoire espérée du faisceau simulé qui est en multicolore en sous-jacent. Et puis j'ai les bornes supérieures à 95%, enfin à 97,5 et 2,5% du faisceau de trajectoire. Quand je dis borne intervalle de confiance, hein, c'est toujours pareil, ce sont des bornes avec le niveau de confiance ponctuel, ce ne sont pas des bornes de confiance qui seraient plus compliquées à calibrer. Mais donc vous voyez que si je fais juste, je prends mon historique et puis je le projette à partir de cette date-là, logiquement, puisque j'avais mon inflation qui était autour de 5% en moyenne sur cette partie-là, je vais reconverger en régime stationnaire vers une espérance à 5%, et puis ça va osciller autour. Alors que la BCE ayant pris étant intervenue, je ne sais plus en quelle année c'est en fin des années 90, le taux d'inflation s'est stabilisé à 2. Alors maintenant, on est encore dans une nouvelle phase avec un régime qui vient de changer. Et à gauche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement fait la même chose, sauf que dans mon Hornstein-Uhlenbeck, j'ai intégré un avis d'expert en disant que le taux d'inflation stationnaire de long terme devait être de 2%. Et donc, je force cette asymptote ici, ce qui fait que je me retrouve forcément beaucoup plus fidèle à mon historique observé quand je fais cet ajustement sur mon modèle. Alors, ici, du coup, hein, ce n'est pas vraiment un ajustement sur le choix de la période, c'est l'introduction d'un avis d'expert exogène pour corriger, intégrer dans votre modèle le fait que on sait que la situation économique a changé et que donc, si on ne se fie qu'à des historiques, on va forcément se retrouver dans une situation imparfaite avec des erreurs alors pas des erreurs d'estimation, mais des erreurs de projection, puisqu'on va projeter un régime qui n'est plus le bon, un régime économique qui était celui-là, et le nouveau est celui-là, et donc si je projette celui-là, forcément je suis là, alors que je devrais être sur la courbe noire. Je continue mon petit florilège. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime bien sur ces histoires d'estimation. On en a déjà parlé, hein, la directive dit qu'il faut être cohérent avec les valeurs de marché, cohérent avec les prix de marché. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est une fois qu'on a dit ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire, cette cohérence avec des valeurs de marché, hein. Cette cohérence, il y a déjà une première étape qu'on a discutée la semaine dernière, c'est quels sont les actifs que je retiens, puisque le prix qui m'intéresse n'est pas disponible, hein, le prix de marché de mon best estimate n'est pas, enfin, de mon
le best estimate, qui est le prix de marché de mon contrat d'épargne, n'est pas disponible. Donc, je vais chercher des prix de remplacement et c'est là où on avait discuté, est-ce qu'on prend des swaptions, des caps ou des CMS ou autre chose. On a dit, on prend des swaptions, mais avec une dimension, un côté un peu arbitraire. On prend une option vanille à la monnaie d'horizon 1 an, pour de maturité 1 an pour les actions, et ainsi de suite. Mais ça, c'est un choix qu'on fait. On pourrait choisir d'autres prix. Donc, il y a une première déjà étape qui est de sélectionner un prix d'un actif dont on considère qu'il peut se substituer de manière pas trop déraisonnable à l'actif dont on aurait besoin, mais dont on ne dispose pas pour calibrer. Supposons qu'on ait donc bien sélectionné ce type d'actif. Ensuite, on va calibrer le modèle, ça veut dire extraire une volatilité implicite, par exemple. Et pour extraire une volatilité implicite, ce qu'on va faire, c'est appliquer une formule, type formule de Black-Scholes, formule de Black. Enfin, ça dépend du modèle que j'utilise. Et puis, à partir de mon prix de marché et mon prix modèle, retenir le paramètre ou les paramètres qui vont minimiser la somme des écarts quadratiques entre des prix observés et des prix modèles. Alors, je vais essayer de discuter ça. En fait, la question que je me pose, et que est-ce que dire qu'on est cohérent avec des valeurs de marché, ça impose d'utiliser, si c'est mon calcul de bilan social, enfin de bilan prudentiel, pardon, au 31-12, est-ce que c'est forcément une conséquence de cette marché, ça me conduit à utiliser les prix au 31-12 et uniquement les prix au 31-12. Alors, pour illustrer pourquoi je pose cette question, je regarde, je fais un petit détour avec une illustration facile, qui est, je regarde les taux de marché donc des emprunts d'État, mois par mois, entre août 2011 et juillet 2012, donc sur une année. Et sur ces 12 mois, ce que je fais, c'est que je recalcule le capital constitutif d'une rente viagère avec le taux instantané. Donc ça, c'est la courbe pointillé bleu, donc le taux du mois. Je fais la même chose. Alors, j'ai pris de manière totalement arbitraire le capital constitutif d'une rente viagère immédiate à 65 ans, un terme échu avec la TH 0002. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un garçon qui s'appelle Elias Karam qui a fait ça dans le cadre de sa thèse. Et une autre manière de faire, c'est je dis, ce que je vais regarder, c'est prendre un lissage à 12 mois de mes taux, c'est-à-dire quand je suis ici, par exemple, en août 2011, je ne prends pas le taux de août 2011, mais je prends la valeur moyenne des taux des 12 mois précédents, puis je fais ça. Et je fais la même chose avec le 24 mois. Et on voit quelque chose qui est assez naturel, c'est-à-dire qu'on est en train de faire du lissage et que donc ma courbe de valeur comme ça de mes coefficients de provisionnement qui bougeaient beaucoup, en fait, elle se retrouve lissée. Et alors, lissée un petit peu, c'est-à-dire qu'un petit peu au sens où c'est relativement stable, ça baisse un peu, puis ça remonte avec le lissage 12 mois. Et avec le lissage 24 mois, c'est même beaucoup plus, c'est quasiment une droite avec une petite pente. Donc, j'ai un lissage beaucoup plus fort et j'ai gommé, dans les deux cas d'ailleurs, mes irrégularités instantanées. Et pourquoi je m'amuse à faire ça au passage, hein, vous voyez que ce genre d'ailleurs d'écart entre une série qui bouge beaucoup et une série lissée comme ça, c'est exactement ce qu'on fait. Si vous traciez un écart entre un taux de rendement instantané une valeur de taux de rendement de marché d'un actif et le taux de rendement servi sur le portefeuille d'assurance vie, le rendement de marché est en représentation, on aurait des choses tout à fait analogues. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui est le plus informatif pour un assureur retraite sur l'évolution de sa structure de bilan et donc le poids de ses engagements? Est-ce que c'est ici de les faire monter, puis baisser brutalement pendant 2 mois, puis remonter, etc., puis faire le comme ça? Ou est-ce que c'est les calculer avec quelque chose qui va conduire à
à les lisser beaucoup plus sans perdre de lien de vue ici. Bon, on voit bien qu'il y a une tendance à la hausse qu'on récupère bien là. Et donc, cette idée de, de, de lissage a pour objectif de supprimer la volatilité de court terme pour uniquement dégager les tendances de moyen terme qui, elles, correspondent à des risques portés par l'assureur, les écarts de très court terme étant moins associés à des risques de court terme. Je dis moins associés parce que typiquement, un assureur retraite qui a ses engagements qui ont une duration de 30 ans sur de 25 ans, mettons, sur des rentiers en cours, aller faire bouger de plusieurs pourcents le montant de ses engagements mois par mois parce qu'un taux directeur quelque part bouge, c'est sans doute pas optimal. Enfin, pas optimal, c'est surtout que ça ne reflète pas l'évolution de sa structure de risque. Donc, si cet exemple de hop, ah bah tiens, j'avais même oublié que je vous l'avais mis celui avec les taux servis, et qu'on a exactement la même chose avec ce graphique de la CPR qui va comparer comptes sociaux et rendement de marché. Vous voyez que les performances de placement, elles zigotent, alors que les taux servis, c'est une sorte de moyenne mobile lissée des taux qui sont au-dessus. Ils sont d'ailleurs plutôt plus faibles, parce que justement l'écart entre les deux, c'est ce qui permet de servir de doter la réserve de participation aux bénéfices et de faire justement ce lissage-là. Donc ces deux observations, si jamais je les... Alors, si jamais je veux m'inspirer de ça, parce que là, pour l'instant, sur ces deux exemples, on est assez loin du calibrage d'un GSE risque neutre pour le calcul de mon best estimate de mon contrat d'épargne. Donc, si je veux faire le lien, justement, m'inspirer de ces exemples-là pour mon contrat d'épargne. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais retenir ici l'exemple du risque de crédit avec le modèle de Longstaff, Mittal et Nice, simplement parce que son paramétrage est relativement complexe. Donc, si on réussit à le faire sur ce modèle-là, on pourra le faire sur les modèles de taux qui sont plus simples. Et puis, ça avait servi de sous-jacent à un travail de mémoire d'un de vos prédécesseurs qui s'appelle Yacine Laïdi, et qui s'était appuyé sur des prix de CMR, de CDS, des séries de prix de CDS pour faire. Alors là, l'idée maintenant, je me retrouve dans mon cadre de sur un contrat d'épargne et je m'intéresse au module risque de crédit. Et la logique est la suivante. Vous vous souvenez la semaine dernière quand on a regardé quand on a regardé le modèle de Longstaff Mittal Nice, ce qu'on faisait, c'est qu'on se retrouvait avec, le voilà. On prend des... Ah, je vais y arriver. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Voilà. On part de valeurs de CDS à l'aide des formules fermées pour le prix du CDS. On en déduit les valeurs des paramètres de la diffusion du lambda, qui est la composante défaut du spread. Donc, il y a les trois paramètres du CIR plus le lambda 0. Et puis, en injectant ensuite dans la formule de prix explicite de l'obligation d'entreprise, on en déduit les deux paramètres qui restent, le 1 plus 1 pour la liquidité. Et donc, ces prix, on part de prix au 31/12 de l'année pour faire ça, des prix de CDS et des prix d'obligations corporate. Maintenant, ce que je fais, c'est que comme je veux essayer de reproduire un peu ce mécanisme de lissage, ou celui-là,
ce que je vais faire, c'est je vais repartir à chaque date. Alors, c'est évidemment un schéma un peu plus compliqué, mais je vais prendre non pas le 31-12, mais je vais prendre pareil, les 12 mois précédents du 31-12, et je vais regarder mes, mes paramètres. Alors mes paramètres, ils sont inchangés, hein, pour les notations, c'est-à-dire vous avez les paramètres de lambda et les paramètres de gamma. On voit ici le lambda et le gamma qui sont, qui sont ici. Alors simplement ici, la partie, pardon, la partie CDS n'est pas reprise, juste pour simplifier un peu le schéma. C'est la partie corporate bond qui est, qui est reprise. Mais ce qu'on fait, c'est que on va recalculer à chaque mois sur les 12 mois précédents des prix théoriques de l'obligation d'entreprise en passant par l'intermédiaire des prix des CDS. Donc, on va avoir une estimation de mes paramètres exactement comme celle que je fais au 31-12, mais on va en avoir une pour chaque, pour chaque mois précédent. Et moi, ce que je voudrais, c'est faire une sorte de synthèse de ces estimations pour avoir en quelque sorte une moyenne pondérée de mes paramètres des différentes des deux diffusions qui tiennent compte de l'évolution au cours de cette période. En d'autres termes, ce que je veux, c'est quelque chose, une estimation de ces paramètres qui me représente correctement, si j'ai pris les 12 dernières distributions de prix, et donc forcément moins correctement que si je la faisais toute seule la dernière, celle au 31-12, mais de manière aussi proche que possible les 12 dernières. Alors, soit je le fais avec des pondérations, soit ce que je fais ici, c'est que avec avec des algorithmes génétiques, on va chercher, c'est juste un peu compliqué en termes, enfin compliqué, pas compliqué, mais ça prend plus de temps en termes algorithmiques d'aller rechercher l'optimum parce qu'on a rajouté une dimension dans l'espace qu'on explore. Et au lieu donc de minimiser la somme des carrés des écarts, donc le epsilon, d'une date donnée, on va mesurer la somme sur toutes les dates de ces sommes de carrés d'écart. Et puis, on va chercher à minimiser cette somme-là. Donc, on va se promener non seulement à une date donnée sur des paramètres de type maturité, pour avoir plusieurs prix, mais en plus, on va rajouter le fait de regarder ça à différentes dates. Et donc, on a une dimension de plus dans l'espace dans lequel on fait bouger les paramètres pour choisir l'optimum. Mais bon, regardez le cas échéant, le mémoire ou le papier qui est là, ça se fait plutôt bien. Et du coup, à la fin, on a une version. Alors, bon, pour faire condenser, j'ai pas repris de résultats, mais on va retrouver des choses qui ressemblent à ça. C'est-à-dire qu'on va lisser beaucoup. Alors, beaucoup. Si je prends 12 mois, je vais lisser un peu. Si je prends 24 mois, je vais lisser beaucoup, et ainsi de suite. Mais on va gommer en tout cas une part de la volatilité de court terme en tenant compte. Alors, encore une fois, ce n'est pas une estimation sur un historique, hein, c'est une estimation sur un historique de prix. Donc, au lieu d'être le plus près possible du dernier prix, je suis le plus près possible d'un historique de structure de prix. Mais je me réfère toujours à des prix et non pas à des historiques de mon facteur. Donc là, pour le coup, ce process de valorisation reste conforme aux exigences du superviseur pour le calibrage des paramètres en proba risque neutre, c'est-à-dire que je cherche bien à être le plus fidèle possible sur des prix, mais pas sur des valeurs historiques de mon facteur. Oui. Je n'ai pas compris la nuance sur l'historique de prix et tout ça. Eh ben, ici, par exemple, regardez comment est fabriqué le modèle. Je fais un petit retour en arrière sur ma diffusion. Hop, hop. Il est où? Voilà. Je vais y arriver. Encore une, encore une. Voilà. Le modèle ici, vous avez deux choses. Vous avez, oublions la liquidité pour un instant. Le lambda, c'est le facteur de risque qui détermine
le prix, et ce lambda représente l'intensité du défaut. Autrement dit, lambda de TDT, c'est la probabilité conditionnelle de défaut de l'entreprise que je suis en train de regarder entre T et T plus DT, sachant qu'elle a vécu, donc elle n'a pas fait faillite avant T. Et ce que je fais avec ce facteur de risque, c'est je calcule le prix en euros d'une obligation d'entreprise émise par cette entité. Et donc, quand je fais, si je m'intéresse à des statistiques sur, je ne sais pas, Standard & Poor's, et je m'intéresse à des statistiques sur l'historique de défaut d'entreprises qui se ressemblent. Alors, c'est sûr que si j'en ai qu'une, ça va être compliqué, parce que si j'en ai qu'une, c'est comme si j'avais une seule personne pour faire une table de mortalité. Soit elle est morte, soit elle n'est pas morte. Et donc, ça va être un peu embêtant. Mais je récupère une collection d'entreprises de la même notation, par exemple, de la même classe de risque. Et puis, là-dedans, je vais faire des stats, et puis je vais estimer un processus lambda qui va me donner exactement comme on estime une table de mortalité, hein, qui va me donner, sauf qu'ici, comme le lambda est stochastique, on estime au-delà de lambda, on estime une dynamique, une évolution avec le temps de cette intensité de défaut. Et donc, je vais me retrouver avec l'équivalent de ma table de mortalité pour donc des métaux de sortie, des métaux de défaut pour l'entreprise. Mais moi, quand je dis que je représente des prix, je ne m'intéresse plus directement au facteur lambda, je m'intéresse au prix que je lis sur le marché pour l'obligation. Et mon critère d'optimisation, ça va être non pas que mon lambda sous-jacent à cette formule soit proche du lambda observé sur des données historiques, mais ça va être que le prix associé à ce lambda soit le plus proche possible du prix observé sur le marché quand j'applique cette formule pour calculer mon prix théorique étant donné le lambda. Donc les paramètres A, B et sigma, je les cherche de manière différente. Soit je fais des stats ici sur un historique, soit ici, je regarde des prix et je compare, comme j'ai une formule fermée qui me donne ici, elle était rappelée là, qui me donne ici la tête de ma fonction. Si vous oubliez la partie avec le GABA, hein, ici, ça ne dépend plus que du lambda. Je prends cette fonction, qui est une fonction donc, de lambda 0, et puis des trois paramètres qui sont ici A, B et sigma. Et à supposer que je décide, alors c'est pas ce que font l'article, hein, puis j'utilise des CDS, mais à supposer que j'utilise la minimisation avec les prix de l'obligation d'entreprise, bah, je cherche mes quatre paramètres lambda 0, A, B et sigma, de sorte que par rapport à une gamme de prix que je me donne sur l'entreprise, la somme des carrés des écarts entre ce qui sort de ces formules et ce que j'observe soit la plus petite possible. Donc là, je suis sur des prix, et donc c'est pas du tout la même chose que de faire des stats sur le lambda. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question du coup. Oui, en gros, si je comprends bien, pour le lambda précédent, on prenait une gamme d'entreprises, on essayait de voir l'historique et tout, mais Oui. là, on va directement sur le marché et tout. Oui. Et donc là, au lieu d'avoir de mesurer des défauts, si je voulais calibrer en proba historique un truc comme ça, c'est comme, encore une fois, c'est comme une table de mortalité. Il faut que je récupère des historiques d'entreprise et que je note une indicatrice de non-censure qui vaut 1 quand l'entreprise a fait défaut, qui vaut 0 quand elle n'a pas encore fait défaut. Et je me fais une liste d'entreprises comme ça. Puis avec cette liste d'entreprises, j'essaye d'ajuster un modèle de durée quelconque qui va me donner lambda, et puis éventuellement de mettre de l'aléa sur lambda, ce qui va me donner ce processus-là. Mais c'est vraiment des stats. Alors que Et là, avant, c'était un historique sur les probas de défaut, genre sur le défaut, disons, et maintenant, c'est un historique sur les prix. voilà, alors, là c'est des prix. Alors, et c'est là où intervient ma discussion du point que je suis en train d'essayer de vous présenter, c'est que effectivement, quand on dit c'est des prix, bah, ce que j'avais indiqué ici, par exemple, ou dans la suite, là, c'est dire, bah, moi, je fais mon calcul au 31-12, donc je prends des prix d'obligations corporate au 31-12 pour cette entreprise, enfin, ou cette classe de notation. Et je m'appuie sur ces prix au 31-12. Et le sens de la
la remarque ou un peu de l'extension ou de l'assouplissement de cette procédure d'estimation qu'on est en train de discuter, c'est de se dire, ben, en fait, ce qui est dommage, quand je prends que les prix au 31-12, c'est que quand vous regardez ce qui fait que des prix bougent sur un marché, alors ils bougent en fonction de les anticipations des investisseurs, et ces anticipations, on peut considérer qu'il y a deux éléments dedans. Alors, c'est un peu caricatural, mais quand même, il y a un élément de court terme parce qu'il y a des éléments. Une illustration de ces éléments de court terme, c'est les variations de prix induites par des aspects fiscaux entre le 31-12 et le 2 janvier qu'on peut avoir, qui sont documentés. J'avais parlé d'un papier de Nicolas El Karoui et Stéphane Loisel sur le sujet, qui doit être dans la bibliographie, ou qui est en tout cas dans la bibliographie de l'article qui est là, où on a des variations de prix qui sont liées à des comportements d'optimisation de court terme des investisseurs et qui ne sont pas liés à leur anticipation de moyen terme du comportement du risque sous-jacent, ici du défaut de l'entreprise, par exemple. Et moi, je me dis, le risque de crédit, pour ça, c'est un bon exemple. Parce que imaginez que vous ayez souscrit des titres présentant un risque de défaut avec comme une partie de votre actif dont la probabilité que vous ayez enfin, qu'il est dans le surplus et que donc la probabilité que vous ayez le surplus au sens fonds propres, hein, c'est-à-dire au-delà du SCR, et donc, si la Solva 2 c'est correctement calibré, c'est un actif dont j'aurais besoin dans l'année avec une proba plus petite que 0,5%. Et donc, ce, donc l'idée, c'est que dans les années qui viennent, j'ai très peu de chances de devoir vendre cet actif en dehors, enfin, avant la maturité. Donc, je l'achète, maintenant j'achète une obligation corporate d'horizon 3 ans, et j'ai très peu de chances de devoir la vendre avant les 3 ans. Quand je dis ça, ben, je vois bien que des variations de prix de très court terme liées à des anticipations de l'investisseur sur la variation de la situation financière de l'entreprise qui impacte le prix à horizon 6 mois, moi, ça ne me concerne pas, parce que moi, la seule chose qui me concerne, c'est est-ce que l'entreprise fait défaut ou pas dans 3 ans. Donc, et les variations de prix intermédiaires, comme je n'ai pas de raison de vendre mon actif avant l'échéance, je devrais en toute rigueur les sortir de mon évaluation. Et la seule chose qui m'intéresse, c'est la proba de défaut cumulé au bout de 3 ans, puisque effectivement, si par contre l'entreprise a fait défaut au bout de la troisième année et que j'ai pas le remboursement de mon zéro coupon, je vais être embêté. Donc, pour traduire cette idée-là, une manière de faire, c'est d'introduire ces calibrages non pas sur la dernière structure de prix connue, mais sur un historique de structure de prix, le prix à payer, si j'ose dire, d'ailleurs, c'est un mauvais jeu de mots, étant d'avoir un ajustement sur la dernière structure de prix moins bon que quand je la fais tout seul, mais le gain de l'autre côté, étant que j'essaye justement, je m'efforce de gommer ces variations de court terme. Pour mon exemple, là, avec mon horizon de 3 ans, si je le dis autrement, dans la composante, dans le modèle de Longstaff Mittal-Ness, vous l'avez vu, il y a deux composantes qui expliquent des variations de prix. Il y a la modification de l'appréciation du défaut et la modification des conditions de liquidité. Ce que je suis en train de dire quand je dis si j'ai acheté cet actif et que je suis à peu près certain de ne pas avoir à le revendre avant l'échéance, ce que je suis en train de dire, c'est que le risque de liquidité ne m'intéresse pas, devrais être sorti de mon évaluation, et que c'est seulement le risque de défaut que je devrais conserver. Et donc, dans mon spread, toutes les variations liées aux évolutions de la condition de liquidité, je devrais les éliminer et de garder que le risque de défaut. Alors vous allez me dire, si on fait ça, on n'est pas forcément obligé, dans ce cas particulier du risque de... si, je le fais autrement, parce qu'après tout, il n'y a que moi qui parle. Avec ce que je viens de dire, si je vais enlever le risque de liquidité et ne garder que le risque de spread, sans prendre d'historique de structure de prix, vous verriez comment on pourrait faire.
je rembobine le film. J'ai une classe d'actifs crédit. Cette classe d'actifs crédit, je peux justifier auprès du gentil superviseur qu'il y a très peu de chances que j'ai à les vendre par anticipation avant la maturité, avant l'échéance du, du prêt, de la créance associée, c'est des obligations. Et donc, la valeur pour moi de, ce, de cet actif, ou le seul risque auquel je suis soumis sur cet actif, c'est le risque que ma contrepartie fasse défaut. Les variations de prix intermédiaires entre aujourd'hui et la maturité liées à des conditions de liquidité qui évoluent sont pour moi indifférentes. Puis quand à la maturité, quand l'entreprise va rembourser, j'ai plus de problème de liquidité puisque c'est pas une contrepartie tierce qui va m'acheter mon titre, mais c'est simplement l'entreprise qui va payer sa dette. Donc, comment vous feriez? Un truc tout con, hein. Une question que je me pose toujours d'ailleurs quand je fais cours face à un écran, c'est je vois des vignettes avec vos noms, mais je ne sais pas ce que vous faites. Si ça se trouve, vous écoutez de la musique, vous faites autre chose. Et elle vous intéresse pas ma question? Non, mais je dis ça pour, enfin, un peu pour rigoler, mais où c'est que ce que je raconte est pas clair? Dites-moi, hein, parce que ce qui est important au bout du bout, c'est que vous appreniez quelques bricoles, parce que moi, ça me sert pas à grand-chose de raconter tout ça. Ok. Oui, non? Quand vous dites qu'est-ce qu'on va faire, c'est dans quel sens? Eh ben, vous avez modélisé le prix de vos de vos obligations d'entreprise avec le modèle LMN, d'accord? Vous l'avez calibré dans un premier temps avec la composante crédit et la composante liquidité. Donc, vous avez votre modèle qui fonctionne avec ces deux composantes et vous voulez, dans votre modèle de projection, ce que vous voulez faire, c'est vous dites, bah, finalement, la, la liquidité que j'ai estimée aujourd'hui je ne sais pas, aujourd'hui, elle représente 100 BP dans mon spread. J'ai un spread de 600 BP, par exemple, par rapport au sans risque. Et dans ce spread de 600 BP, j'ai 150 BP, c'est de la liquidité, et 450 BP, c'est du crédit. D'accord? Ça, c'est l'estimation que je viens de faire à partir de mes données de CDS, puis de mes prix, etc. Et puis, vous avez vos processus de diffusion qui vont vous diffuser tout ça dans dans vos scénarios risque neutre. Vous allez projeter, etc. Et euh, ça, ça pose pas de problème. Ce que je dis, c'est, bon, ce que je voudrais faire, c'est tenir compte dans mes flux, dans mes scénarios risque neutre, je voudrais tenir compte du fait que pour ces actifs crédits en particulier, comme j'ai pu justifier que je n'aurais pas à les vendre par anticipation, mais que ce que j'ai acheté, c'est bien les flux uniquement liés à la dette. Parce que quand vous prenez de la liquidité, votre risque, tant que vous ne vendez pas l'actif, vous vous en moquez que la liquidité, elle bouge. Votre problème de liquidité, c'est si simplement vous revendez le papier au moment où, je ne sais pas, le spread de liquidité est passé de 150 à 250, bah, ça vous fait baisser la valeur en euros de votre actif par rapport à ce que vous aviez acheté il y a 6 mois, et donc vous vendez à perte, donc c'est embêtant. Et contraint de vendre avant l'échéance, vous percevez les coupons tant que l'entreprise est vivante, et à l'échéance, l'entreprise rembourse sa dette, vous percevez le nominal, et les variations des conditions de liquidité entre aujourd'hui et la fin de l'émission vous ont été totalement indifférentes, puisque vous n'aviez aucune contrainte de vendre avant. Ben, moi, ce que je vous demande, c'est, je suis dans cette situation où je suppose que j'ai investi un petit montant d'actifs qui était, dont je peux considérer qu'il est pas, il est dans mon surplus, donc j'ai très peu de chances d'avoir à le vendre dans de mauvaises conditions et à le vendre avant la maturité de la dette. Et donc, je me dis comment je pourrais habilement tenir compte dans mes valos du fait que finalement, ce risque de liquidité qui est dans le modèle, quand je décris le modèle, je regarde l'article, je fais le bon élève, je fais calcul mes formules, je calibre, etc.
Mais en fait, je me dis, zut, c'est con parce que je projette un risque auquel je ne suis pas soumis. Donc, comment je fais pour l'enlever? Si je peux justifier que je ne suis pas soumis, hein, bien sûr, c'est parce que je ne le porte pas. Vous auriez une idée? Je ne sais pas si mon explication a été plus claire. Pas sûr, hein. Oui, oui, elle est claire, mais C'est- là, l'idée, On peut pas l'enlever tout court et c'est bon, je sais pas. Bah, à partir du moment où dans votre modèle, vous avez le lambda et vous avez le gamma, donc vous avez les deux composantes, si vous dites que finalement le, le, le risque de liquidité, vous ne le portez pas, une manière relativement simple de tenir compte de ce constat, c'est de ne plus diffuser le lambda. C'est-à-dire, vous gardez le gamma, pardon. Vous diffusez que lambda qui, lui, reflète les variations des anticipations sur le crédit. Et ça, c'est une information utile pour vous parce que les investisseurs, s'ils se mettent à avoir peur et très peur que l'entreprise fasse défaut, bah, ils ont peut-être enfin, si on suppose que les marchés fonctionnent bien, c'est qu'ils ont des informations qui font que. Et donc, votre probabilité de défaut augmente et donc votre situation se dégrade et donc le prix de l'instrument doit baisser, donc c'est logique. Mais si la composante liquidité, une fois qu'elle a servi à caler le prix de marché et le prix modèle en t égale 0, vous avez votre gamma 0, là, vous le laissez fixe et puis vous ne le diffusez plus. Parce que le diffuser, ça revient à dire que vous tenez compte d'une d'évolution possible du risque de liquidité qui vont impacter vos flux. Alors que si on ne porte pas le risque de liquidité, on peut dire bah, j'ai juste ma composante liquidité du début qui m'a servi à être cohérent avec les prix. Et puis après, ça reste figé, ça ne bouge plus. Et ça me permet comme ça de ne pas. Ce que ça fait globalement, c'est que ça diminue la volatilité de votre faisceau de trajectoire, puisque vos rendements de l'instrument crédit, de l'obligation corporate, ils allaient peut-être faire, aussi si vous voyez ma main quand je gigote, ils allaient peut-être faire comme ça avec la composante liquidité, et sans la composante liquidité, ils vont peut-être faire simplement comme ça parce que le crédit est beaucoup plus stable. Et donc, et typiquement sur ce type d'instrument, c'est pas négligeable, puisque je crois que j'avais donné l'ordre de grandeur. Euh, Monsieur, oui, on n'aurait pas pu le mettre à 1 ou à 0 au lieu de ne plus le diffuser tout court. ouais, alors une autre possibilité, ça serait de dire effectivement, ce que je vais faire, c'est je vais pas prendre la liquidité, et je vais prendre le modèle simplifié dans lequel il n'y a que le lambda. Au passage, je peux éventuellement, quand je fais ça, enfin, je n'utilise plus les CDS, je calibre directement sur les prix de mon corporate bond, enfin de mon obligation d'entreprise, et ça revient un peu à la même chose, en sens que je projette que le lambda. Le défaut de faire ça, c'est que si l'approche de Longstaff, Mittal et Mace, elle est fondée, euh, ce qui va se passer, c'est que je vais projeter avec un modèle CIR un gros spread, mais si en fait, physiquement, si on peut dire, dans ce spread, il y a du défaut et de la liquidité, ben, en fait, je vais projeter un truc qui va avoir de manière indiscernée du défaut et de la liquidité, et donc je vais récupérer toute la volatilité, donc je n'aurai pas vraiment résolu mon problème. J'aurais simplement traité comme un tout la somme défaut plus liquidité dans le spread, mais je n'aurais pas isolé les deux. Ici, ce qui est intéressant dans le modèle, et parce que c'est rare qu'on puisse faire, quand on a différents risques comme ça, c'est rare qu'on puisse découper et puis dire je veux me débarrasser de l'un. Là, l'avantage, c'est que quand j'ai la décomposition explicite, qui nécessite au passage, vous l'avez vu, que on calibre d'abord le défaut sur les CDS, parce qu'on dit il y a pas de problème de liquidité avec les CDS, donc il n'y a pas de prime d'illiquidité dans le prix des CDS. Et ensuite, l'écart de prix qui subsiste, euh, je dis que c'est de la liquidité. Bah, une fois que j'ai dit ça, c'est grâce à cette décomposition que je peux identifier la composante liquidité et l'enlever. Si j'avais modélisé comme si elle était nulle au début, ça revient à dire que je l'avais implicitement intégrée dans le défaut, donc j'avais un spread de défaut trop gros et je ne me débarrasse pas de ma volatilité, je la garde. Donc du coup, on est un peu obligé, si on veut avoir cette analyse un peu fine du, du comportement du prix dans ce modèle et ne plus diffuser une des deux composantes, ben, on est un peu obligé justement de conserver la décomposition entre les deux, simplement de mettre la volatilité de la composante liquidité à zéro. Je ne veux plus la diffuser. Vous voyez Oui, je vais. Ouais. Merci. et, Monsieur? et- ouais.
Mais donc ça veut dire que dans le cas d'une stratégie de buy and hold, on n'est pas soumis en fait au risque de liquidité. Bah, on n'est pas soumis. Euh, le critère essentiel, c'est je mets en place ma stratégie où je vais conserver buy and hold, effectivement, comme vous dites. Après, la question, c'est est-ce que cette stratégie est crédible ou pas? Autrement dit, est-ce que la proba que je sois confronté au fait de devoir en fait vendre avant l'échéance, est-ce qu'elle est petite ou pas? Donc, ça c'est le point crucial, parce que vous pouvez dire, ouais, ok, j'achète l'actif pour le garder jusqu'à son terme, mais en fait, si vous avez une chance sur deux, parce que la situation est un peu tendue, si vous avez une chance sur deux de devoir, pour faire face à des échéances de trésorerie dans 2 ans, vendre votre actif par anticipation, vous avez eu beau dire que ce serait buy and hold, en fait, ça ne le sera pas parce que vous êtes obligé de vendre précipitamment. Donc, alors ceci étant, pour classer en buy and hold, il faut justifier que ça fonctionne. Donc, logiquement, oui. La réponse à votre question est plutôt oui. Mais alors, ce que je vous raconte ici, c'est des pistes de réflexion sur un peu d'optimisation sur la manière à la fois de calibrer et de diffuser les, les faisceaux enfin, les facteurs de risque pour construire les faisceaux de trajectoire risque neutre. À ma connaissance, personne ne fait ça sur le marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde prend tout et on diffuse tous les risques de manière brutale, et en plus, on le fait uniquement sur les prix au 31-12 et pas sur des historiques de prix. Ce que je cherche à illustrer ici, c'est que le faire sur des historiques de prix ne viole pas la condition de respect des prix de marché, et que on peut imaginer de le faire de manière justifiable et conforme à la directive et au règlement délégué, donc en respectant la condition de cohérence avec les prix de marché. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est ça, ouais. D'accord. Oui, Merci. monsieur. Pardon. Du coup, si on fait ça, on est moins conservateur que le marché, bien sûr, que ceux qui se fassent sur le marché en mode on diffuse tous les paramètres en général, vous avez dit sur le marché, alors qu'ici c'est une approche plus fine. Du coup, en vrai, c'est plus rentable de faire cette méthode que ce qui est fait sur le marché ou pas? Bah, je sais pas si l'objectif, c'est pas tellement une question de rentable ou pas rentable. L'idée, c'est si vous mettez de manière un peu bourrine tous les risques affectant ici, vous mettez liquidité plus crédit. Puis vous êtes en buy and hold, en fait, liquidité, c'est pas vraiment un risque que vous portez. Bah, ce qui va se passer, c'est que vous, quand vous allez faire vos analyses d'écart des prix au 31, la valeur de votre best estimate au 31-12 versus la valeur au 31 mars, vous allez avoir la variation de valeur entre les deux dates qui va être expliquée par les variations des différents facteurs de risque. Et dans ces facteurs de risque, vous allez prendre de la volatilité associée à l'écart de liquidité, anticipé par le marché, puisque vous étiez parti à 150 BP, puis il y a un trimestre après, le marché l'anticipe à 250, par exemple. Donc, ça va vous générer un écart de prix, donc un écart de valorisation, donc un écart sur votre BE. Mais cet écart, finalement, il ne reflète pas, puisque vous êtes en buy and hold, il ne reflète pas la réalité de vos risques, puisque en fait, vous avez intégré dans votre valo un risque que vous ne portez pas. Donc, c'est ce côté, et donc, vous complexifiez vos analyses d'écart, parce que vous, si vous voulez faire vos analyses d'écart correctes, vous allez devoir dire, bon, bah, faut que je retraite de l'écart de liquidité, parce que moi, en fait, je ne l'ai pas, ce truc. Donc, je fais ma décomposition de l'écart de prix global en, c'est un écart lié variation du prix des actions, enfin, de la volatilité des actions, variation de ma courbe de taux d'intérêt sans risque, variation, enfin, quand vous faites des analyses d'écart traditionnelles, quoi, vous découpez par source de l'écart. Et puis vous enlevez cette composante-là. Là, d'une certaine manière, vous l'enlevez directement ex ante, et vous avez une analyse d'écart donc plus simple, et vous avez au global diminué la volatilité, puisque chaque fois que vous ne diffusez plus un facteur de risque, de fait, vous diminuez la volatilité de votre faisceau de trajectoire, et donc vous rendez plus facile et plus lisible les variations des facteurs de prix. Le défaut, c'est qu'il ne faut pas en enlever trop, parce que si j'en enlève beaucoup, à la fin, j'ai plus de variation de prix, quoi. Parce que si je prends par exemple, si j'en enlève tellement que je dis finalement j'actualise tout au Tech 10 et j'ai plus de volatilité autour, ça c'est un générateur de scénario économique
comme un autre, sauf que bon, il est un peu rustique. Bah, là, du coup, vous n'avez plus de risque autour. Vous êtes avec votre trajectoire déterministe et vous avez enlevé toute la vol. Mais entre Jean Métro et j'essaye de trouver la volatilité qui reflète le moins mal possible que je porte comme engagement, il y a des pistes de réflexion. Et je pense que c'est dommage de conserver dans la valorisation de la volatilité qui est source d'écart sur des prix, donc quand je dis prix sur des BE, alors que je sais que je ne porte pas le risque parce que je trouble d'une certaine manière ou je rends plus compliqué la lecture de mes écarts de prix et leur interprétation en termes de gestion de risque et en termes après de manière pratique de est-ce qu'il faut prendre une mesure de réallocation du portefeuille, de quelque chose pour corriger une trajectoire par exemple. Pas une trajectoire du GSE, hein, une trajectoire de l'évolution de la valeur du portefeuille compte tenu de la valeur des conditions économiques. J'ai répondu à la question. Oui, merci. Pour ceux que ça intéresse, le travail le mémoire de Yacine Leydi qui présente tout ça, il est vraiment super bien et il le fait de manière très détaillée sur différents types de titres en plus. Donc ça peut être et les algorithmes d'optimisation sont décrits de manière précise. Donc voilà les éléments sur lesquels je voulais apporter votre attention sur les aspects de calibrage. Je voudrais dire un mot alors sur les aspects validation. Alors, validation, vous avez globalement en proba risque neutre hein, le point. Je mets de côté les validations de. Enfin, je vais y arriver, je rembobine. Hop. La validation, vous avez les validations de calibrage et les validations de l'implémentation. Les plus faciles, d'une certaine manière, c'est l'implémentation. C'est vérifier qu'on a écrit un modèle avec un papier et un crayon et que l'implémentation informatique de ce modèle est à peu près, correspond à ce qu'on a écrit. D'ailleurs, ça veut dire au passage, ce qui n'est pas tout à fait anecdotique, qu'on a intérêt, et ça je vous incite à le faire, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de travailler, c'est quand vous devez implémenter un modèle, écrivez-le d'abord avec un papier et un crayon, puis après vous l'implémentez. Parce que si vous l'implémentez directement, ce que font beaucoup d'assureurs, hein, des modèles ALM d'assurance vie, il y en a plein qui ont été implémentés comme ça, avec un malheureux consultant posé devant une console prophète, mais c'est super inefficace parce que pour retrouver des erreurs, c'est beaucoup plus compliqué. Alors si vous avez quelque chose d'écrit proprement avec un papier et un crayon, allez vérifier que déjà construire des tests et puis aller vérifier que les tests sont conformes, c'est beaucoup plus facile. Donc ça, je mets un peu de côté cette partie implémentation pour l'instant et se concentrer sur le calibrage. Alors le calibrage, nous en risque neutre, c'est très majoritairement vérifier que les prix sont correctement représentés. Et comme on a fait des choix sur les types d'actifs qu'on prenait, sur le modèle qu'on a, présenter des écarts entre les prix et les actifs, ça pose pas trop de problèmes. Alors, sur les histoires d'implémentation, j'en dis juste un mot ici pour ce qui s'appelle les tests martingales, qui sont des tests d'implémentation de modèle, mais spécifiques au modèle, au générateur risque neutre, puisque vous savez que quand vous êtes modélisé des prix sous une proba risque neutre, du coup, votre processus de prix actualisé au taux sans risque, sous la proba risque neutre que vous regardez, c'est une martingale, et une martingale, ça veut dire, de manière quasi équivalente, que les espérances conditionnelles sont constantes. Autrement dit, le processus, l'espérance conditionnelle des prix actualisés au taux sans risque est constante. Et si je le dis autrement, hein, l'espérance conditionnelle en T de delta de grand T divisé par delta de petit t fois S de grand T, c'est delta de petit t fois S de T. Et donc, ça fournit un élément, un point d'accroche relativement facile pour vérifier que votre modèle est bien implémenté, puisque vous voyez, typiquement, hein, si vous faites ce genre de truc, avec un modèle tout bête, le modèle que j'avais déjà utilisé en illustration avec un Black-Scholes pour les actions et un VasiCheck, non, un CIR pour le taux court instantané, à ce moment-là, quand vous simulez des trajectoires, donc vous vous retrouvez
à l'issue de la matière première que vous avez en sortie de votre générateur, c'est à certains instants TI correspondent à vos pas de discrétisation. Et puis pour les trajectoires, vous avez fait P trajectoire. Et là, vous vous retrouvez, N trajectoire, pardon. Vous avez P pas de discrétisation et N trajectoire. Vous vous retrouvez avec les RJ de TI et les SJ de TI. Et ici, j'ai pris, mais ce qui n'est pas restrictif, hein, pas de discrétisation fixe. Et donc, quand vous calculez vos rendements, vous avez facilement la vision théorique dans le modèle du taux de rendement espéré. Donc ici, quand je regarde mes variations de rendement, par exemple, ça fait ça. Donc, du coup, Monsieur, on sait. Oui, euh, dites-moi. oui, j'avais déjà vu en fait un test de Martingale sur un modèle à intensité Oui, pour le crédit qui oui, a été calculé sur un CIR. oui, Mais là, pour le test de Martingale, c'était en fait sur l'actualité. On teste en fait la richesse actualisée. La richesse correspondait à la oui, valeur du feu à T+1, oui. voilà, divisé par la valeur précédente. Donc, c'est en fait cette richesse qu'on appelle l'intensité. En fait, si je dis pas de bêtises, ce que vous venez de dire, c'est ce qu'on est en train de regarder. C'est cette partie-là, c'est-à-dire que je regarde mon, euh, mon- sauf que ici, je le fais avec un Black-Scholes, mais vu la forme du processus, donc vous voyez, j'ai mis un petit R ici qui est sous Q, pour un proba risque neutre. Quand je regarde, je prends le logarithme du prix actualisé ramené au prix d'origine, simplement pour remettre en base 100. Il me reste que la partie moins sigma 2 sur 2. Pourquoi? Parce que le delta T a fait partir le R qui était ici, et il me reste le moins sigma 2 sur 2. Hein. Et donc, c'est parce que je fais mon processus de prix actualisé. Du coup. Donc, ça, pour l'instant, c'est pas une variation de prix, c'est juste le logarithme du prix actualisé ramené en base 100 en t égale 0. Après, je regarde ma variation ce qui est homogène à ma variation de prix, du coup, ici. Donc, je vois d'ailleurs qu'au passage, ça devient constant avec le temps, grâce à la propriété de Martingale, justement, alors avec un bruit blanc autour. Mais donc, l'espérance de cette quantité-là, elle est constante, égale à moins sigma 2 sur 2, d'accord? Puisque ici, ce delta, c'est une loi normale. Donc au passage, dans mon modèle ici, mon delta t, S de t sur S0, ça a une loi normale d'espérance 1, et puis la variance qui est ici, on retrouve à partir de celle-là. Et donc ça, ces propriétés théoriques de ma distribution, je peux m'en servir pour faire un test, parce que, vous voyez, typiquement, ce que je peux faire tout simplement, c'est je vais recalculer la moyenne empirique de ces éléments-là, qui doit converger vers la moyenne théorique qui est ça. Et ça, je le fais. Ce qui est important, c'est d'avoir des tests qu'on peut mener à chaque pas de discrétisation, puisqu'on va faire toutes les moyennes de manière trajectoire par enfin, avec l'ensemble des trajectoires. C'est-à-dire que une moyenne, vous pouvez la faire soit en fonction du temps qui passe, soit à date fixée, en regardant toutes les trajectoires que vous avez générées qui passent par cette date-là. Ici, c'est ce qu'on fait. Vous voyez, on fait une somme sur J égale 1 à N, donc c'est sur mes trajectoires, ma moyenne empirique. La date, elle est fixée. J'ai pris le même TI pour tout le monde. Et je dois vérifier que cette moyenne empirique, qui ne me pose aucun problème de calcul sur mon, sur mon faisceau, elle doit être égale à ça. Autrement dit, en fonction de t, c'est une droite dont la pente est moins sigma 2 sur 2. Et puis, je peux faire pareil pour la partie sans le log. Et la partie sans le log, du coup, je vais avoir, du fait que c'est une log normale, cette chose-là,
centré sur 1, ben, l'espérance, ça vaut 1. Et là, ben, c'est même complètement constant. Et ça, en plus, cette propriété-là, d'ailleurs, log normal ou pas log normal, j'aurai toujours quel que soit le modèle sur S, j'aurai toujours cette propriété, je vais y arriver, que l'espérance est constante. Et donc, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir recalculer ces deux statistiques. Donc, c'est en fait juste un moyen de restitution et après, on construit l'intervalle de confiance autour de ça. Voilà, parce que ce qui va se passer, c'est que pardon, l'espérance théorique, ça devrait être 1. Quand je vais recalculer mon espérance empirique ici, je vais peut-être trouver 0,99. Et la question, c'est est-ce que 0,99 est significativement différent de 1 ou pas? Et donc, je vais le positionner dans cet intervalle de confiance-là. Si le 0,99 il tombe là-dedans, je vais dire bah, c'est bon, ça marche, mon test martingale fonctionne et ça vaut bien 1. Enfin, le 0,99 est statistiquement indiscernable du 1. Et si l'intervalle de confiance centré sur 1, c'est moins 0,85, enfin bref, qui ne contient pas 0,99, ben, je me dirais zut, ça ne marche pas, mon test martingale ne fonctionne pas. Donc ces intervalles de confiance servent à prendre en compte la taille finie de votre échantillon. Petit n, qui est en général d'ailleurs pas très grande, hein, je l'avais dit, c'est entre 1000 et 2000 la plupart. Alors, il y a des cas où c'est plus important, mais globalement, c'est le ordre de grandeur de base. Et donc, vous pouvez faire la même chose sur le modèle de taux. Alors, sur le modèle de taux, ça va être souvent un petit peu plus compliqué. Vous, si vous l'avez vu sur un modèle de crédit, c'est encore plus compliqué. Alors ici, ça va ressembler beaucoup à ce que vous aviez fait sur le modèle de crédit, j'imagine, puisque vous aviez un CIR aussi. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, bah, on a des estimateurs empiriques de nos prix théoriques qui sont bah, ici, par exemple, pour le prix d'un zéro coupon. Je vais prendre cette exponentielle et quand je fais la moyenne sur toutes mes trajectoires, ça doit converger vers mon prix de zéro coupon théorique. Hein, on est d'accord, puisque vous avez ici, c'est comme si je regardais, là, je fais une somme sur tous mes pas de discrétisation de ces choses-là. Donc ces choses-là, c'est comme si je prenais l'intégrale de TI-1 à TI de RJ de TI fois enfin DTI, hein, exponentielle de RJ de TI DTI. Et puis donc quand c'est une approximation avec la borne inférieure de l'intervalle de confiance par la méthode l'intervalle de confiance. Voilà. C'est une approximation par la méthode des rectangles de cet intervalle-là, de cette intégrale-là calculée sur TI-1 TI, hein, où vous prenez R de TI-1 fois R de TI sur la borne supérieure, R de TI fois TI moins TI-1. Donc, cette somme-là, c'est l'approximation de cette intégrale sur une trajectoire avec la discrétisation. Et quand vous. Alors, vous voyez d'ailleurs au passage que ça devrait vous rappeler le théorème ergodique sur les chaînes de Markov, c'est que pour retrouver ce prix-là, vous avez deux manières de faire. Soit vous avez une discrétisation fixe qui ne bouge pas et vous prenez la moyenne empirique sur toutes vos trajectoires et ça doit converger vers ça. Soit vous avez, on prendrait qu'une seule trajectoire et puis on prendrait des TI-1 et des TI de plus en plus rapprochés. Donc on fait une discrétisation de plus en plus petite et ça convergerait aussi vers ça. Mais Ici, donc vous, comme la... les déflateurs actualisés, en gros. Ouais, alors bah, ça, ouais, votre prix de zéro coupon, c'est l'équivalent d'un. Enfin, pas le prix de zéro coupon, le exponentiel moins somme de 0 à grand T de R de SDS, c'est le delta à grand T, c'est le déflateur, mais c'est le déflateur associé à une probe à risque neutre. Dans quelques minutes, on va parler de déflateur. Enfin, je vous introduirai juste le sujet des déflateurs, je laisserai Kamal en parler. C'est pas la séance prochaine, c'est la séance d'après, je crois que c'est la 6 ou la 7, je ne sais plus, je regarde. Et, Oui, monsieur, oui, excusez-moi, j'ai pas bien compris la dernière partie quand vous avez dit on peut soit prendre des pas de temps constants et calculer la moyenne, ou soit des pas de temps rapprochés, ça, j'ai pas bien compris. bah, vous voyez que si jamais vous oubliez la somme ici, vous prenez simplement exponentielle moins sigma de ta. Vous prenez ça, d'accord? Si votre pas de discrétisation, c'est-à-dire si vous prenez un P de plus en plus grand avec des TI-1 et des TI qui se rapprochent de plus en plus,
Donc, autrement dit, vous prenez, je ne sais pas, par exemple, TI moins TI moins 1 égale grand T sur P, et vous faites tendre P vers l'infini, donc votre discrétisation sera de plus en plus fine, on est d'accord? Bah, vous voyez que cette somme-là, elle va tendre, c'est même pas une question d'espérance, hein, cette somme-là, elle va tendre pour chaque oméga fixé vers cette intégrale, puisque cette somme-là, c'est une approximation par la méthode des rectangles de cette intégrale-là. Donc, c'est D'accord, la ok. définition de l'intégrale quand on fait ça. Ok, Mais nous, merci beaucoup, ici, monsieur. nous, ici, ce qu'on fait, c'est pas ça. D'ailleurs, effectivement, avec ce qu'on fait, on n'a pas de convergence pour chaque oméga vers un exponentiel. On a convergence en moyenne sur toutes mes trajectoires vers la moyenne de mes exponentielles de quelque chose. Et donc, mon pas de discrétisation est fixé, il ne bouge pas, et je fais cette chose-là. Et donc ça, bah, exactement avec la même logique que dans le cas précédent, sauf que là, le processus est un peu différent. Donc, je vais calculer mes moments de manière un peu différente. Mais vous savez que pour le coup, dans un CIR, enfin, on sait facilement, il ne faut pas exagérer, on sait calculer les moments, et notamment l'espérance et la variance de votre taux instantané. Elles ont des expressions explicites en fonction de vos paramètres. Et donc, du coup, on va faire la même chose, puisque ici, vous avez alors, vous avez plusieurs points d'accroche, hein, puisque vous avez ces expressions empiriques des prix de zéro coupon. Les prix de zéro coupon, ils ont été donnés, c'est la courbe IOPA qu'on vous a fournie. Donc, vous allez pouvoir recalculer en moyennant sur vos faisceaux de trajectoire, vérifier que vous retrouvez bien la courbe initiale en faisant ce genre de choses. Ça va vous donner une indication utile sur est-ce que votre pas de discrétisation est assez fin, d'une part, et est-ce que votre grand N est assez grand aussi, puisque chaque fois que vous faites ce type de contrôle sur des moyennes empiriques, vous pouvez facilement faire des intervalles de confiance, puisque c'est du Monte Carlo pur et dur, hein, et que quand je prends des J différents, ici, donc des trajectoires différentes, tous les termes de la somme sont IID là-dedans. Et donc, comme ils sont IID, les termes de la somme, c'est du Monte Carlo, et donc je fais facilement. C'est la remarque que j'ai faite à la fin du dernier cours. Enfin, je vous ai dit, si je vous donne pas seulement la valeur du BE, mais la valeur ici, des grands N, valeur des sommes des flux actualisés du contrat sur toute la durée de projection. Comment vous me faites un intervalle de confiance? Bah, dès que vous avez un vecteur x1, xn IID, vous savez calculer plein de trucs, puisque, enfin, plein de trucs. Vous pouvez calculer son espérance et sa variance empirique, et si le n est assez grand, faire l'hypothèse que la loi asymptotique, on n'est pas trop loin, et donc comme elle est gaussienne, vu qu'on somme des variables indépendantes, vous savez à ce moment-là recalculer les intervalles de confiance pour ce type d'indicateur. Et vous pouvez le faire donc ici, vérifier que vous retrouvez bien vos prix de zéro coupon, vérifier que les valeurs moyennes et les variances de vos taux courts simulés sont correctes. Donc tout ce que vous pouvez faire comme point de contrôle comme ça, soit indépendant du type de modèle d'ailleurs, parce que ça c'est indépendant, si j'ai un CIR ou autre chose, ça sera pareil, ce type de test, soit des tests plus dépendants du modèle. Là c'est pareil, hein, ce test-là, il est indépendant du modèle que j'ai pris. Ce test-là, ben, cette expression-là peut varier en fonction du modèle. Donc, vous pouvez mixer les deux, mais vous allez d'une manière ou d'une autre comparer des espérances empiriques calculées à une date donnée, trajectoire par trajectoire, à l'espérance théorique qui correspond à la grandeur que vous regardez, et en exploitant ici les propriétés de martingalité des trajectoires, enfin des facteurs de risque, martingalité des processus de prix actualisés. Une autre application, mais ça on l'a déjà vu, donc je vais un peu plus vite. Une autre application de cette idée de test martingale, hein, c'est le test de conservation, en quelque sorte, qu'on avait vu avec notre contrat d'épargne tout bête, hein, vous vous souvenez, on avait fait ce petit calcul qui dit que
quand vous prenez une séquence de flux donc ici j'étais simplement parti, mes flux c'était des S2T, puisque c'était associé à une provision à une valeur de rachat sur un contrat en unité de compte que j'avais acquis au prix S0. Et puis mes probabilités Q, là, c'était mes probabilités de rachat par total à chaque date, avec l'obligation de tout racheter à la fin, qui fait que le Q grand T, c'était celui-là, c'est 1 moins la somme des précédents. Et là, bah, typiquement, grâce à la propriété de martingale, justement, on avait le fait que votre série qui est ici a comme valeur S2 0. Autrement dit, il n'y a que ce terme qui vaut S2 0 qui reste. Celui-là, à cause de ça, il fait 0. Donc, vous vous souvenez, on avait fait ce calcul. Donc là, typiquement, ça, c'est un test martingale hyper global qui consiste à faire la moyenne de tout les sommes de flux actualisés trajectoire par trajectoire. Vous moyennez tout ça sur toutes les trajectoires et vous devez retrouver la valeur de l'actif. Si vous ne retrouvez pas la valeur de l'actif, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans le modèle. Et ça c'est un test qui est intéressant parce qu'il se fait avec zéro hypothèse sur les modèles. On n'a pas besoin de connaître la structure des processus qui ont généré les trajectoires. À partir du moment où vous avez tous vos flux de trésorerie, où vous avez le facteur d'actualisation et où vous avez la valeur de l'actif, ben, trajectoire par trajectoire, vous faites la somme des flux actualisés. Et quand vous avez cette somme de flux actualisés, vous vérifiez que vous retrouvez la valeur de votre actif en moyenne. Là, par contre, j'ai pas tout compris. Bình thường tao hướng lên tao ăn gì, tao ăn cái đấy thôi. Ai đạn mày ăn đầy đủ chất vào ăn mì thế không mà nóng chết. Hop là. C'est clair sur ce test-là? Oui, oui, je vois. En fait, là, je vois que c'est juste des méthodes de restitution En fait, on transforme, bon, souvent c'est pour voir, en fait, c'est pour faciliter les graphiques, une bonne vision graphique. Par exemple, pour le taux, où on fait le rapport pour que ça tende peut-être vers 1. Ouais, en fait, ce qu'il faut retenir, je pense, là-dedans, c'est qu'il y a les tests martingale, il y a deux types de tests. Il y a les tests comme ça, où on n'a besoin d'aucune information sur la structure des processus qui ont généré les valeurs, parce qu'on regarde des choses très globales, on fait des sommes de prix actualisées. C'est la même chose que celui-là, par exemple. Hein, je sais que ça approche mon prix de 0 coupon. Donc, quand je fais en moyenne, ça doit ressembler de plus en plus à mon prix de 0 coupon. Okay. Et puis, il y a des tests un peu plus fins, je ne sais pas s'ils sont un peu plus fins, mais qui vont dépendre de la structure des processus. Typiquement celui-là, puisque l'espérance, elle va dépendre de la manière dont j'avais écrit mon processus de prix à l'origine. Mais par exemple, celui-là, ça dépend de rien du tout, puisque c'est juste des sommes de prix actualisés, des moyennes, pardon, de prix actualisés à une certaine date. Et si vous prenez le prix actualisé de n'importe quel actif que vous avez dans votre portefeuille et que vous faites la moyenne sur toutes les trajectoires de cette chose-là, bah, vous savez que vous allez retrouver la valeur en 1, et la valeur en 1, bah, c'est la valeur en t égale 0, et cette valeur en t égale 0, c'est la valeur de l'actif qu'il y avait sur la ligne correspondant à cet actif-là en t égale 0. D'ailleurs, ce test-là, il ressemble beaucoup à celui-là. Celui-là, il dit globalement, quand je récupère tous mes flux possibles et imaginables, et que je les actualise et que je les somme et que je fais la moyenne sur toutes mes trajectoires, j'ai la valeur de l'actif. Et celui-là, il dit la même chose. Celui-là, il dit la même chose, mais au lieu de prendre tous les flux de l'actif, je prends les flux associés à une ligne dans mon actif en particulier et je vérifie. Donc celui-là, il est plus difficile d'ailleurs à satisfaire que l'autre parce que ça veut dire qu'il faut que tous vos modèles fonctionnent bien. Et le problème, c'est que, enfin, ça, c'est pas directement le sujet du. On a plein en fait d'écarts de convergence dans les modèles, ne serait-ce qu'un truc tout con.
vous allez prendre des modèles pour le crédit qui vont être adaptés à une classe de notes, par exemple, puis vous avez en fait différentes, le prix, le S que vous allez prendre ici pour la classe de notation, ça va être une somme où vous avez en fait différents actifs à l'intérieur qui ont certes tous la même notation, mais en pratique, si on ajustait les modèles titre par titre, on n'aurait pas les mêmes spreads de défaut parce que les modèles sont imparfaits, parce que tout un tas de trucs. Et donc, du coup, il y a des chances que quand vous allez utiliser votre modèle de crédit sur ces titres-là, bah, vous ayez besoin d'une cale parce que on ne va pas trouver exactement la valeur de marché de l'actif. Donc après, on peut mettre, ça s'appelle, enfin les gens qui parlent, qui font ces modèles, ils appellent ça la risque neutralisation. C'est quand vous avez un écart entre vos moyennes de prix sur les trajectoires et le prix observé, vous mettez une petite cale pour retrouver le bon prix, et puis cette cale, vous la laissez fixe sur la durée de la projection. Elle capture d'une certaine manière vos, vos erreurs de modèle, puisque chose dont vous pouvez être à peu près certain, c'est que vous aurez des erreurs de modèle. Donc vos prix théoriques qui sont approchés par le processus de simulation et qui seront très bien approchés par le processus de simulation si vous avez bien fait vos discrétisations, etc. Vous êtes certain qu'ils ne vont pas représenter, ils ne vont pas être exactement égaux au prix de marché des actifs que vous avez dans votre actif. Donc forcément, classe par classe, vous allez vous traîner des écarts plus ou moins importants, mais qu'il faut considérer quelque part puisque à la date 0, une condition de base quand même, c'est que effectivement, quand vous projetez vos flux de l'actif et seulement de l'actif, avec que vous projetez tout ça, vous actualisez, vous faites la somme, bah, il vaut mieux que vous retrouviez en moyenne sur tous les flux de trajectoire, que vous retrouviez la valeur de l'actif. Hein. Ce test de conservation, là, ici, il est vu sur la globalité des flux du contrat, donc les flux de prestations que je sers aux assurés. Vous pouvez le faire de manière aussi, enfin, conjointement, sur uniquement les flux d'actifs sans vous préoccuper de l'existence d'un contrat d'assurance. Puisque si vous savez projeter, enfin, avec votre GSE, vous saurez projeter les flux servis par l'actif en fonction des caractéristiques des actifs que vous avez en portefeuille. Et quand vous projetez à l'aide de votre GSE, bah, vous aurez des évolutions de vos prix ligne par ligne. Vous faites la somme sur toutes les lignes de l'actif. Et puis après, vous recalculez la moyenne avec sur toutes les trajectoires, et à la fin, vous devez récupérer la valeur de votre actif. Et ça, vous pouvez le faire typiquement classe par classe d'actifs, et quand il y a des écarts, mettre des cales. Une cale, ça va simplement être, hein, si la valeur de marché de ma classe d'actifs, c'est 100, et que quand je fais la somme de mes flux actualisés au taux sans risque moyennés sur toutes les trajectoires de mon GSE, je trouve 99, bah, je vais dans mon modèle tout diviser par 0,99 quand je vais projeter. Comme ça, je suis sûr que sur ces actifs, je retrouverai bien le 100 que j'ai dans mon. Et ça, c'est une manière à la maille classe d'actifs, disons, de réconcilier vos prix modèles et vos prix observés, puisque hein, par nature, ayez en tête que, par exemple, si vous prenez, si vous prenez je sais pas moi, deux options, alors, bon, j'ai dit qu'avec pour les options, on prenait que 1 an, mais imaginez que vous calibrez votre Black-Scholes avec une option 3 mois, une option 6 mois, une option 1 an. Bah, la chose dont vous êtes certain, ou certaine, c'est que dans la théorie, vous devriez avoir le même sigma pour les 3 options, et qu'en pratique, quand vous allez faire ça, par rapport au prix de marché, il n'y a aucun des 3 prix de marché qui sera correct. Vous allez avoir un écart sur le 3 mois, un écart sur le 6 mois, un écart. La seule manière de ne pas avoir d'écart, c'est de calibrer avec un actif pour un paramètre. Donc effectivement, quand on a la technique là pour les options vanille, du coup ça marche. Si on s'impose de prendre qu'un seul prix, bah, on a un seul sigma. Mais si vous avez par exemple, situation rigolote, vous calibrez avec votre option à la monnaie sur le CAC 40 de maturité 1 an, votre volatilité implicite, puis dans votre portefeuille, vous avez quelques options 3 mois et 6 mois sur le CAC 40, bah, vous allez automatiquement avoir des erreurs
de reconstitution de ces prix d'options par votre faisceau de trajectoire risque neutre, par le bout de faisceau de trajectoire risque neutre d'ailleurs associé celui au taux pour la partie actualisation et celui aux actions pour la partie facteur de risque, ben, vous allez avoir des écarts de valo. Votre modèle ne vous donnera pas les bons prix et donc il faudra mettre des cales, donc il faudra réajuster les prix projetés pour que quand vous faites les sommes actualisées, vous retrouviez bien les bons prix à l'actif. Voilà, donc ça tourne toujours autour de la même idée, hein, qui est d'exploiter ces contraintes associées à la martingalité et au fait que l'espérance de vos sommes de flux actualisées, c'est la valeur en zéro, c'est le prix initial, que vous pouvez décliner globalement par ligne d'actifs, par classe d'actifs, enfin, à l'échelle que vous voulez, pour être assuré d'un minimum de cohérence entre vos prix observés et je vais y arriver. Vos prix observés et les prix projetés ou les flux projetés par votre GSE. Et vous voyez, sur mon exemple tout con, là, sur mes options, quand bien même j'ai bien calibré mon processus, j'ai bien calibré mon GSE à l'aide des prix de dérivés qu'il fallait et que donc là, je contrôle bien mes erreurs d'estimation. Quand je vais appliquer ça, ne serait-ce qu'à mes flux d'actifs, je vais forcément avoir des écarts parce que à l'actif, j'aurai des actifs qui vont dépendre des mêmes sources de risque que ceux sur lesquels j'ai calibré, mais pas avec les mêmes flux. Par exemple, même si j'ai calibré mon option avec mon option à la monnaie, j'ai calibré mon Black-Scholes risque neutre avec mon option à la monnaie sur le CAC 40, etc. Même si je n'ai pas d'option 3 mois et 6 mois, il suffit que j'ai une pauvre obligation convertible, par exemple, qui porte sur des sous-jacents CAC 40, bah, le modèle de valo de cette obligation convertible, il va faire intervenir quelque part un bout de Black-Scholes, mais sur des maturités qui ne sont pas le 1 an, et donc mécaniquement, je vais avoir des écarts. Sans parler des écarts induits par le fait que le prix de cet actif, qui n'est pas exactement celui sur lequel j'ai calibré, mais qui représente les mêmes sources de risque, bah, le modèle rudimentaire que j'utilise, il ne capte pas tous les risques, et donc il y a d'autres risques dedans qui ne sont pas dedans. Donc vous avez forcément des cales un peu partout. Ensuite, quand vous faites ces tests martingales. Mais c'est un point d'accroche très utile, encore une fois, parce que vous pouvez le décliner à tout un tas d'échelles, pour l'actif, pour les flux du contrat, pour une classe d'actifs, plein de déclinaisons de ce test. Alors, une fois qu'on a notre GSE bien propre, bon, je vais passer vite fait là sur ce que je vais appeler mes points d'attention. J'y reviendrai un peu plus tard sur ça. Bon, d'autant que le premier, on a déjà longuement parlé, donc ça, je ne vais pas revenir. Prix et réplication, j'arrête pas de dire que c'est la même chose. Tac, 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 ça, on s'en moque. Les contraintes macroéconomiques, on s'en moque aussi. Enfin, c'est pas qu'on s'en moque, c'est qu'on en reparlera. Alors, voilà. Ce dont je voudrais vous parler un petit moment, c'est cette notion de prix de marché du risque. Donc là, je vais essayer de faire une mini-introduction à ce que va vous raconter Kamal de manière beaucoup plus structurée, en se plaçant dans un contexte très simple, hein, où je regarde un modèle. Alors, je prends des modèles de taux parce que c'est commode pour les illustrations, mais on pourrait faire ça avec n'importe quel facteur de risque. Et je fais, comme on l'a écrit sur la page au début là, de la présentation, vous vous souvenez, où j'avais pris un modèle de Vasicek sous P, un modèle de Vasicek sous Q. Bah, une autre manière d'écrire mon modèle de Vasicek sous P et sous Q, si je mets un peu plus général qu'un modèle de Vasicek, un modèle sous P, une diffusion brownienne, hein, toujours dans la même classe de modèles, ça va être un processus de dérive plus un processus de volatilité ici avec le brownien dans la représentation sous P. Et il se trouve que dans la représentation sous Q, ça va être aussi une dérive et un processus de volatilité. On a déjà discuté longuement le fait que le processus de volatilité sous P et sous Q étaient les mêmes. Donc on a le sigma ici qui est le même que le sigma qui est là.
mouvement brownien qui est ici n'est pas par contre le mouvement brownien qui est là. On va voir comment il est lié à l'autre avec Girsanov, hein. Enfin, on va voir, vous savez mieux que moi, on y reviendra un petit peu. Et ce qui change de manière importante, c'est le nouveau processus de dérive. Alors, le nouveau processus de dérive, il y a plusieurs manières de l'écrire, mais il y a une manière assez simple de l'écrire qui est celle-là, c'est dire on part de la dérive de la représentation sous P et on ajoute, enfin, on enlève, ça dépend, c'est une question de signe, à cette dérive-là une cote-part du processus de volatilité avec un processus lambda, alors qui a comme caractéristique, du fait de l'absence de procédé d'arbitrage, qu'il ne dépend que de petit t comme variable. Il dépend pas de x et il dépend pas si ça c'était pour une option, oh là là, je vais y arriver, pour une obligation zéro coupon de maturité grand T, il dépend pas non plus de grand T. Un processus lambda T qui vient s'ajouter. Et donc typiquement, hein, quand on écrit, ça c'est une opération qu'on avait vu aussi, quand je fais mon analogie avec, quand je spécifie dans le cas particulier du Vasicek, dans le cas particulier du Vasicek, les deux structures de processus sont les mêmes, simplement c'est le B lambda qui change, qui est à peu près le même que celui d'origine, sauf que j'enlève un facteur avec ici un lambda qui est le lambda qui est ici, mais qui ne dépend pas de t, du coup, qui est constant. Et on va appeler ça le prix de marché du risque. Alors, on va regarder un peu à quoi ça ressemble, ce truc. Vous voyez que ça permet de passer, ça donne une clé de passage, en quelque sorte, de la représentation sous P à la représentation sous Q. C'est-à-dire que, si je le dis autrement, si je me donne me donner la représentation sous Q toute seule, il faut que je me donne le processus de dérive sous Q et le processus de volatilité. Et je ne sais pas remonter à P. Maintenant, si je pars de P, que je me donne le processus de dérive, le processus de volatilité, et que je rajoute le processus lambda, ben, donc si je connais trois processus, le mu, le sigma et le lambda, à ce moment-là, je sais passer de P à Q, je sais écrire les deux représentations, et le lien entre P et Q, il est complètement décrit par la structure de cette variable, de ce processus stochastique lambda. Donc ça va être très pratique pour gérer nos changements de mesure et nos représentations tous les deux. Vous voyez au passage d'ailleurs que quand je me mets à écrire les choses comme ça, une manière de calibrer le x sous Q serait de calibrer le x sous P pour avoir un mu chapeau et un sigma chapeau. Et une fois que j'ai un mu chapeau et un sigma chapeau, si je suis capable d'estimer lambda, j'aurai du coup la représentation de mon processus sous Q. Vous voyez au passage que donc ces notions de déflateur, là, enfin de prix de marché du risque, parce que je n'ai pas encore parlé de déflateur, mais donc ce lambda, ce prix de marché du risque, ça me permet en théorie, parce que à cause du fait que en fait, le lambda, le sigma qui est là et le sigma qui est là, ils ne sont pas identiques, tout ça va rapidement être confronté à des difficultés. Mais en tout cas, sur le principe, ce lambda, ça me permettrait d'envisager la possibilité de estimer les dynamiques de mon facteur de risque X, d'abord en faisant de l'estimation historique, et ensuite en estimant un facteur à partir des prix, et quand je réinjecte ce facteur, je me retrouve avec mon estimation sous Q, alors que d'habitude, on a directement un mu tilde ici qui est ça, et on ne cherche pas à décomposer avec le facteur de risque de prix de marché du risque, et on en déduit directement une modélisation sous Q, et donc à ce moment-là, il nous faut des prix directement. Mais donc ça, alors, une manière de préciser un petit peu plus cette chose-là, c'est à quoi ressemble ce prix de marché du risque, là, ce lambda. Alors, je reste dans le monde des obligations zéro coupon parce que c'est relativement aisé de récupérer le lambda. Alors, il se trouve que je vous renvoie à la référence qui est ici. Si vous développez localement le logarithme du prix d'un zéro coupon
entre petit t et grand T. Donc, vous prenez P de petit t et de grand T. Quand vous voulez développer ça avec un petit t qui n'est pas trop loin du grand T, autrement dit, quand je me rapproche de la maturité, quand vous avez écrit pardon, votre équation qui résulte de l'absence de arbitrage, l'équation d'équilibre satisfaite, l'équation différentielle satisfaite par le prix du zéro coupon, ben, on peut, sans trop de difficulté, vérifier que on a un développement limité qui dit que c'est localement le taux sans risque. Bon, ça, on voit bien que ce terme-là, effectivement, mon P, ça va d'abord être un exponentiel moins petit r, grand T, moins petit t. Donc ça, le R qui est le R de petit t, hein, d'ailleurs, au passage, j'ai pas mis le U, c'est un U de petit t aussi, enfin, tout dépend de petit t. Donc le premier terme, forcément, de cette chose-là, c'est le petit r. Et après, un terme correctif qui va faire intervenir, qui vient de la variance, donc c'est un terme d'ordre 2, celui-là, qui va faire intervenir ici le paramètre dont on a besoin de prix de marché du risque, ce qui fait qu'en ayant des observations de prix, par exemple, d'un taux court un mois et puis un taux forward 3 mois dans un mois, hop, par différence comme ça, je peux retrouver, en utilisant cette équation, un estimateur empirique de mon lambda à chaque date, qui va me donner des choses, alors pas très jolies, qui ressemblent à ça. Vous voyez au passage que dans ce modèle, alors complètement non paramétrique, au sens où je n'ai pas du tout fait d'hypothèse sur la structure de lambda, je n'ai pas dit c'est un polynôme, c'est un Enchain-Uhlenbeck ou que sais-je, je ne dis rien du tout, je fais que de l'estimation non paramétrique et je m'aperçois que c'est quelque chose qui bouge beaucoup, qui a plutôt tendance à être négatif. Alors, est-ce que c'est logique que ça soit négatif? Ici, par exemple, si vous imaginez que globalement, le processus de dérive, c'est un log rendement de votre actif sous-jacent, hein. Ça ne paraît pas idiot que le lambda soit négatif, parce que le fait que le lambda soit négatif, ça veut dire que le rendement instantané sous Q est plus élevé que le rendement instantané sous P. Est-ce que c'est logique? Bon, non, ce n'est pas forcément logique. Ici, je trouve que pour un zéro coupon, ça fait souvent négatif avec des petites excursions en positif. Mais à la réflexion, non, c'est pas si intuitif que ça. Donc, une fois que vous avez ça, alors après, ça ne sert pas vraiment à faire de la modélisation, c'est juste un constat. Alors, ce qu'on peut faire, c'est chercher justement à l'intégrer dans un modèle un petit peu plus élaboré. Et une manière de faire, alors qui est proposée dans un papier d'un monsieur qui s'appelle Stanton, qui est noté ici, c'est de faire la chose suivante. Je vais me placer dans un modèle qui est le suivant sur mon taux court instantané. Alors, ici, hein, c'est ma représentation. Question idiote, elle est sous P ou elle est sous Q, celle-là? Suspense. Sous Q, non? Ouais, elle est sous Q, hein, puisqu'on est. Vous voyez qu'on a ce terme moins lambda, quelque chose qui apparaît. Et donc, là, effectivement, c'est une représentation sous Q, avec mon processus. Vous voyez, ce que j'avais appelé sigma, je l'ai simplement appelé W, hein, ici, mon processus de variance. Et ce que j'avais appelé mu, je l'ai appelé U. Il n'y a pas grand-chose de changé. Et puis, le X est devenu un petit R parce que je regarde un modèle de taux monofactoriel. Alors là, par contre, je fais une hypothèse supplémentaire qui est de spécifier la forme du processus lambda, pour lequel jusqu'à présent, je n'ai pas dit grand-chose. Et donc, je vais dire que lambda, ça a globalement la même tête avec un processus de dérive, un prix de marché du risque. Et alors là, vous allez avoir différentes écoles sur comment on spécifie ces différents
ces différents points, et notamment le lambda qui est ici. Vous voyez que j'ai deux façons de faire, enfin deux, j'en ai plein, mais je peux considérer que le prix de marché du risque, c'est un facteur de risque supplémentaire, donc lui-même a un prix de marché du risque. Donc il y a un prix du prix de marché du risque. Alors, c'est là qu'il y a différentes. Il y a deux choix qui sont parfois faits, qui sont souvent faits. Il y a des gens qui disent, bon, ben, ça correspond, je m'intéresse à la modélisation du taux court, le prix de marché du risque, il est là, et le prix du prix de marché du risque, c'est la même source de risque, donc c'est le même lambda. Donc le lambda, ici, la différence, tu vois, vous voyez, c'est que le lambda qui est là, ici, c'est un lambda qui est resté identique à celui-là. Alors, au signe près, mais c'est simplement un changement sur ça n'a pas d'importance. Et une autre école serait de dire le prix du prix de marché du risque n'a pas de prix, donc c'est zéro. Ce qui simplifie un peu le modèle. Bon, ici, je retiens la version un peu générale en disant que c'est le même prix que sur le facteur de risque source d'origine. Ma formule, à partir du moment où ici je suis dans un monde risque neutre, hein, la formule de calcul du prix du zéro coupon, ben, c'est celle-là. Et ce que je peux, si je n'ai pas de formule fermée en fonction de la tête de ces processus, qui va dépendre beaucoup de ce que je mets dans U, W, P et Q, évidemment. Ce que je vais faire simplement, c'est utiliser une approche par simulation. Donc ça, c'est ce que fait Stanton, qui propose l'avantage, ce serait assez séduisant, mais Kamal proposera d'autres approches que je vais introduire un peu. Mais ce qui est de séduisant ici, c'est qu'on n'a besoin que de très peu d'hypothèses, puisqu'on refait par simulation le prix et qu'on n'a pas besoin d'avoir une formule explicite ici. La grosse limite, bien sûr, c'est que s'il faut commencer par calculer par simulation les prix des zéro coupons, en termes de temps de calcul, on n'est pas sorti de l'auberge, d'autant que vous avez vu sur l'exemple qu'on a illustré le prix le calcul par simulation d'un zéro coupon 30 ans qu'on a fait la semaine dernière. Un flux tout seul comme ça peut être coûteux en simulation pour des cas élevés. Donc ça, c'est plus un cadre de modélisation intéressant pour comprendre comment fonctionne la notion de prix marché du risque, mais qui n'est pas utilisable raisonnablement en pratique parce que c'est trop complexe de devoir recalculer. Vous imaginez s'il faut retrouver les paramètres qui sont là, donc le U, le W, le P et le Q, pour, à partir de ces simulations, gérer des sommes d'écarts quadratiques pour reconstruire la courbe de taux EIOPA, et encore, on ne la reconstruirait que de manière approximative. On n'est pas sorti de l'auberge. Donc, c'est un cadre qui va être plus utilisé pour des illustrations que de manière pratique. Alors, ceci étant, comme je l'ai évoqué, vous voyez qu'on a ici la possibilité d'avoir un calibrage du modèle peut-être plus naturel, en disant ben, on calibre le facteur de risque sous P, et puis ensuite, quand on récupère les prix, on rajoute cet étage supplémentaire du lambda qui me donne les prix. Je voulais vous montrer une chose. Attendez, il faut que j'aille récupérer. Désolé, c'est pas optimal ça. Hop, hop. Là-dedans. Vite, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là. Hop. Préciser un peu plus. Il y a des trucs qui ont l'écran qu'il faut que j'enlève. Ah, hop. Ah, hop là. Oui, donc là, c'était juste pour refaire un lien un peu entre le. Là, c'est les deux représentations qu'on a vues. Et cette représentation plus générale, je suis désolé, hein, je refais un peu en vrac là. Toc, toc, toc. C'était bon. Là, je voulais juste la formule de Dirzanov. Ah, voilà. Donc, du coup, le lambda, une autre manière de le représenter, le lambda qui est ici,
c'est en fait le processus X qui est là, c'est-à-dire c'est le processus qui intervient dans le changement de mesure dQ sur dP dans la densité de radon-nicodime. Si on aurait somme de 0 à grand T de lambda de T, le grand X c'est la même chose que le lambda. Donc on a le passage de P à Q, comme on le voit ici, ce qui est explicite aussi d'une certaine manière quand on regarde les équations, il ne dépend que du processus lambda, et quand je connais le processus lambda, je connais mon changement de mesure, et donc je sais calculer après mes prix qui vont être des espérances sous Q. Et là, c'est là qu'on va voir apparaître la notion de déflateur, parce que une espérance sous Q de delta T fois X de T, je vais pouvoir l'écrire comme une espérance sous P de delta T fois dQ sur dP fois X de T, et le delta T fois dQ sur dP, je vais pouvoir appeler ça un déflateur, et qui va avoir et donc calculer l'espérance sous P de flux actualisé mais avec le déflateur et pas avec le taux sans risque pour avoir mes prix. Voilà. C'était juste ce lien avec Girdanov que je voulais faire. Je vais revenir à mes. C'est marrant, j'étais persuadé de l'avoir écrit dans ce support aussi, ce lien, mais bon. Hop, hop, hop. Alors, voilà. Ça c'est bon. Je vérifie juste, je sais pas pourquoi j'étais persuadé d'avoir mis Girdanov quelque part là-dedans. Pourquoi je ne l'ai pas? Ah ben voilà, c'est parce que j'ai oublié mon premier transparent. Donc ouais, le support est quand même à peu près complet. Désolé pour la présentation approximative. Donc oui, j'ai sauté ce premier transparent qui montre d'où sort le lambda dans le changement de mesure, et qu'on réinjecte donc ensuite décidément qu'on retrouve ici. Ce qui veut dire au passage que quand une manière de spécifier un modèle en proba risque neutre, c'est si je me donne le modèle sous P, ça va être de spécifier lambda, et du coup j'aurai le changement de mesure, donc j'aurai la tête du processus sous Q. C'est ce qu'on fait d'ailleurs typiquement ici, quand on dit lambda, on va supposer qu'il a cette tête-là. De facto, j'impose le changement de mesure quand je donne cette structure de lambda. Bon, Kamal développera tout ça, parce que vous voyez que une fois qu'on a dit ça, là, la seule chose que je présente, c'est des choses très basiques du genre, on peut l'estimer sur des zéros coupons avec ce genre de, enfin sur du taux sans risque avec ce genre d'approximation. On voit que ça bouge beaucoup. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Dès qu'on complexifie un petit peu, on va faire que de la simulation, c'est embêtant. Donc une fois qu'on a dit ça, le boulot de Kamal, ça va être de vous montrer comment on reconstruit le DQ sur DP quand on a plusieurs sources de risque. Donc typiquement action, taux, crédit, comme ce qu'on fait jusqu'à présent, et la manière dont on peut l'utiliser de manière opérationnelle. Pour ceux que ça intéresse, c'est dans ce papier, et ça c'est une manière plus théorique pour ceux qui aiment les maths, dans comment on peut utiliser cette notion de déflateur pour améliorer la qualité de mes calculs de best estimate. Je reviens dessus parce que c'est un sujet. Pourquoi ça améliore la qualité des calculs? Parce que quand on fait notre calcul, décidément, ça doit être tout au début. Quand on fait ce calcul de flux, voilà. Quand je fais le calcul des flux qui sont ici, c'est le schéma qu'on a vu plusieurs fois, on utilise ce modèle ALM, et dans ce modèle ALM, il y a un certain nombre de fonctions qui vont vous redéfinir le taux servi ou le taux de rachat en fonction des variables économiques. Et vous voyez qu'ici, le problème quand vous injectez
un générateur de scénario économique risque neutre, donc des scénarios risque neutre, c'est que ces fonctions qui vont vous donner un taux cible ou un taux servi ou un taux de rachat, elles vont prendre comme input, comme paramètre, une valeur d'un taux sans risque, d'un spread ou d'un montant d'action, ou d'un rendement d'action plutôt, issu de scénarios économiques. Et comme on avait vu que les scénarios économiques, ça surpondère la proba risque neutre, ça surpondère les scénarios adverses pour l'investisseur. Vous avez par construction, même dans un GSE, une surpondération de scénarios qu'on pourrait qualifier de bizarres en proba P, qui peuvent être avec des taux très élevés si on craint une remontée des taux, avec des taux très bas si on craint une baisse des taux, etc. Et donc, avec beaucoup de volatilité si on craint que les prix deviennent un stade. Donc finalement, si vous avez beaucoup de volatilité dans un modèle action, par exemple, ça veut dire que vous allez vous retrouver avec des prix très élevés sur certaines trajectoires. Mais tant que ces trajectoires, disons, atypiques, restent atypiques, c'est-à-dire qu'elles ont une probabilité d'occurrence petite, ce qui est celle qu'on mesure sous P, on est content, mais comme le scénario risque neutre va forcément augmenter leur poids dans le faisceau, vous allez vous retrouver avec plusieurs pourcents du faisceau avec des valeurs qui sont très peu souvent observées sous P. Je rappelle que ce qui existe sous P existe sous Q et réciproquement, mais ceci étant, quelque chose qui arrive souvent sous Q et rarement sous P, ce qui va être embêtant en pratique, c'est que ma fonction de réaction qui détermine mon possible, en pratique, j'aurais peut-être jamais observé la valeur d'entrée sous B, et elle est dans 5% de mes trajectoires sous Q, ce qui veut dire qu'il y a 5% de mes trajectoires sous Q où je vais mettre une valeur bizarre que j'ai jamais vue en vrai et qui va avoir un impact important sur ma réponse et ma fonction de réponse. Je ne sais pas si elle donne la bonne réponse, justement. Donc ça, c'est le point un peu embêtant de ce schéma-là, c'est qu'il mélange la construction des flux et le choix de la proba. Puisque quand vous changez la proba, vous changez la répartition des flux, et donc vous changez la tête des flux. C'est un peu embêtant. Et du coup, le fait d'utiliser un déflateur, comme on va mettre des scénarios économiques sous P, on résout ce problème-là parce que vos fonctions, elles vont agir sur des valeurs qu'on connaît, qui ont fait des stats et sur lesquelles on a pu valider que la fonction de réaction qu'on utilise n'est pas absurde. Donc ça, c'est le gros apport des déflateurs qui ne résout pas, par ailleurs, les sujets qu'on avait vus du type inconsistance, incohérence plutôt, parlons français, entre les vols implicites et les vols historiques, ce genre de choses, mais ça résout déjà une partie du problème. Donc ça, je laisserai Kamal faire tout ça. Donc ça, on l'a déjà vu. Hop, hop, hop. Les contraintes macroéconomiques, on s'en moque. Ça, je viens d'en parler. Hop. La structure de dépendance, je saute, je reviendrai un petit peu plus tard sur cette histoire de dépendance. Sur l'optimisation, je saute aussi pour le moment, j'y reviendrai plus tard. Ça, c'est une chose rigolote pour diminuer le nombre de faisceaux dans de trajectoires dans le faisceau risque neutre sans diminuer la précision du calcul. C'est un peu de l'échantillonnage d'importance, quoi, pour ceux qui connaissent. Donc ça, on reviendra après. Voilà. Ce que je voudrais, là, dans la petite heure qui nous reste, enfin, disons 3/4 d'heure avant la pause, quoi, c'est vous parler de comment on peut rajouter une strate projection à tout ça. Parce que vous avez des questions là, parce que sur tout ce que je raconte là. À l'issue de ça, normalement, j'espère, vous devez avoir les idées à peu près claires sur comment se structure un calcul en t égale 0, donc dans le cadre du pilier 1, d'un best estimate sur un contrat d'épargne en euros ou plus généralement sur un contrat avec participation bénéfice, c'est-à-dire sur lequel les flux de passifs sont impactés d'une manière ou d'une autre par les rendements d'actifs. Et une fois qu'on a ce schéma en t égale 0, vous voyez qu'on est dans un schéma qui est assez contraint et un peu lourd parce qu'on va devoir mettre en place cette simulation, donc générer des scénarios risque neutres, les injecter dans un modèle ALM, projeter tout le portefeuille sur 30 ans avec le modèle ALM, refaire la moyenne empirique des sommes des valeurs de flux de trésorerie actualisées, etc. Donc ça prend un peu de temps.
ça prend un peu de temps. Et puis au surplus, quand je fais ça dans le cadre du pilier 1, bon, je vais faire le calcul une fois pour mon calcul de best estimate. Et puis, je vais devoir, si j'applique la formule standard, comme le calcul des SCR en formule standard, c'est des écarts de BOF, de fonds propres de base, et donc qui impose pour chaque choc de recalculer le best estimate avec les nouvelles conditions de marché, ou la nouvelle hypothèse choquée d'ailleurs, si c'est les mêmes conditions de marché. Je vais devoir recalculer en pratique une petite quinzaine de fois, je crois que c'est à peu près le nombre de chocs qu'il y a dans la formule standard. Je vais devoir recalculer ce best estimate. Donc, ce calcul par simulation, je vais le dérouler une petite quinzaine de fois pour avoir tout mon pilier 1, mon BE, donc le calcul de mes fonds propres de base, et puis ensuite mes chocs, donc les chocs unitaires, donc après le SCR, et donc après la marge pour risque, et donc après mon bilan économique et mon ratio de couverture. Ça fait un schéma qui est un peu rustique, mais qui a le mérite d'être relativement simple à mettre en œuvre. Et une fois que j'ai mon modèle ALM qui tourne, c'est que du temps machine de le faire tourner 10 fois ou de le faire tourner une fois. Mais voilà. Et puis, vous avez, alors, vous avez vu ça avec Pierre Théron, je pense, qui vous parle de Solva 2 dans son cours. Vous avez le second volet de la directive, le pilier 2, pardon, directive, parle d'évaluation propre des risques par l'assureur. Donc, c'est les articles 44 et 45 de la directive. Ces évaluations de risques, plus précisément cette mise en place d'un cadre de gestion des risques de l'entreprise d'assurance, il y a tout un ensemble qui ne nous intéresse pas ici, qui est qualitatif sur les fonctions clés, les ci, les ça, comment on définit la responsabilité, sur qui on tape quand il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Donc ça, c'est de la gestion qualitative de risque, la mise en place d'indicateurs. Et puis, il y a une partie qui est plus amusante pour nous, qui est de recalculer un certain nombre de choses dans une vision prospective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je suis capable de faire en T égale 0, c'est-à-dire dérouler mon pilier 1 et dire aujourd'hui avec mon contrat d'épargne, les conditions économiques et la tête de mon portefeuille, j'ai un ratio de couverture de mon SCR qui est de 180%. Ça, il y a la CPR va vous demander de faire plusieurs choses pour se conforter un peu sur la solidité de ce 180%, si j'ose dire. Et parmi ces plusieurs choses, il y en a une qui dit, dans les assurances, vous avez un plan stratégique, mettons de l'ordre de 3 à 5 ans, et compte tenu des hypothèses de ce plan stratégique, vous allez me justifier que certes, vous couvrez à 180% cette année, c'est bien, mais que sur l'horizon du plan stratégique, vous avez, alors je ne sais pas comment il faut le dire, une probabilité suffisante ou l'assurance suffisante que vous allez continuer à couvrir le SCR. Pas à 180, que les situations d'insolvabilité au sens non-couverture du SCR seront limitées dans les situations futures compte tenu de ce plan d'affaires, de ce plan stratégique. Alors, vous voyez, quand il faut faire ça, quand il faut faire ça sans interaction active-passif, il y a plusieurs façons de faire, mais on peut le faire avec des modèles un peu de coin de table où on va savoir projeter avec des processus markoviens globalement les différents facteurs de risque, projeter le bilan, projeter le SCR, recalculer le SCR. Ça, si on a le temps, j'essaierai peut-être de présenter ce type de modèle à l'occasion d'une séance, je ne sais pas. Mais là, on va se focaliser sur la situation qui nous préoccupe, dans laquelle j'ai des interactions actifs-passifs. Et quand j'ai des interactions actifs-passifs, vous voyez que ce recalcul par simulation que j'ai fait là pour faire mon pilier 1 et pour faire mon calcul de BE, ça va être compliqué d'imaginer de le refaire à chaque date de projection le long d'un scénario adverse pour mon calcul d'ORSA et pour vérifier que mon SCR dans 3 ans ne descend pas en dessous de 100%. Donc, il va falloir se creuser un peu la tête et essayer de trouver des approches habiles
pour simplifier le calcul du BE, sans le dénaturer, bien sûr, puis de sorte que ça soit calé sur le calcul complet en t égale 0, mais d'une manière qui permette de gérer cet aspect prospectif et donc de réaliser des calculs plus nombreux de ce best estimate de manière simple. Alors, on passera du temps à regarder le modèle qui est décrit là-dedans. Une analyse un peu différente de celle qu'on a vue jusqu'à présent de la manière dont se fabrique le best estimate, en distinguant notamment ce qui est réplicable et ce qui est non réplicable, qui permet d'avoir des formules fermées après, à condition de faire quelques hypothèses raisonnables. Et là, ce que je vais faire, je vais regarder quelque chose d'un peu plus simple, parce qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour le regarder, qui va être un contrat de retraite. Pourquoi? Parce qu'un contrat de retraite, je vais pouvoir faire une hypothèse pas trop déconnante sur la revalorisation, qui est que la revalorisation, c'est une quote-part de l'inflation. Parce que sur un contrat d'épargne en euros, ce qui est compliqué, c'est de justifier la dynamique du taux servi. Et alors que, bon, sur un contrat de retraite, dire que je choisis de revaloriser comme un pourcentage de l'inflation, voire comme 100% de l'inflation, c'est quelque chose qui est en première intention pas absurde, qui correspond peu ou prou à la pratique des régimes de retraite. Donc on va essayer de mettre ça en musique et de voir surtout comment, une fois que j'ai dit ça, je peux essayer de simplifier mon calcul de BE. Donc on va faire des calculs qui ressemblent à ceux qu'on a fait jusqu'à présent, mais qui vont nous permettre aussi d'avoir des formules explicites et d'éviter justement, ou de limiter plus précisément, le recours à la simulation. Donc, alors, ce que je fais, c'est que je vais, comme on l'a fait jusqu'à présent dans mon GSE, on a décrit comment on allait projeter les taux, comment on allait projeter les actions, etc. Là, ce que je vais faire, c'est je vais intégrer mes facteurs de risque financiers. Et dans le modèle que je présente ici, on a choisi de prendre 4. Je n'ai pas pris d'immobilier, vous voyez, au passage, hein, qui est inclus dans les actions implicitement. Mais disons, il y a 4 classes de risque. La courbe de taux, l'inflation, puisque je fais de la retraite, les spreads de crédit et le prix des actions. Donc, je vous ai remis ici les sections du support qui traitent de ces sources de risque. Bon, les autres facteurs, hein, je les traite pas. Ici, je me concentre sur ces points-là. Je vais même les oublier complètement, sachant que si je voulais être un peu plus propre, il faudrait mettre une sorte de cale et puis mettre soit des montants fixes, soit des montants proportionnels au SCR obtenus avec les autres pour les réintégrer avec la formule en racine carrée, mais ça, c'est pas crucial. Bon, alors, maintenant, si je réfléchis à mon évaluation économique de mon bilan, qu'est-ce que je vais devoir faire? Toujours la même chose qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire être capable de gérer le passage de la dynamique de mes facteurs de risque issus du marché, l'inflation, les actions, etc., etc. Et l'interaction avec mes comptes sociaux et le taux servi, donc le taux de revalorisation ici, qui va me permettre de recalculer mes flux en fonction des performances de mes facteurs de risque d'actifs, enfin, les caractéristiques de mes projections d'actifs. Bon, on commence à l'avoir vu un certain nombre de fois, ce schéma. Donc, je vais m'appuyer toujours sur le même schéma, mais dans lequel je vais essayer d'enlever un peu des tâches de simulation. Et pour le SCR, je ferai un calcul en formule standard, par exemple. Et donc, ce qui conduit à ce schéma-là, il y a une couche de plus dans celui-là par rapport à ce qu'on avait vu précédemment, qui est le recalcul du SCR avec la formule standard, qui doit être... Vous voyez, pour que vous le voyez mieux, ici, là, on a le recalcul de SCR que je n'avais pas mis jusqu'à présent, et puis les distributions empiriques de taux de couverture. Et alors, hop. Je vais partir de là, vous allez retrouver des choses qu'on a vues
dès le premier cours. Je vais reprendre mon expression des flux de trésorerie actualisés. Alors, le facteur je somme sur une maille discrète, 1, 2, 3, ainsi de suite. À la période J, j'actualise avec le facteur d'actualisation delta de J, jusque-là tout va bien. Je vais dire que je paye des prestations à la date J, alors R pour dire qu'elles sont revalorisées. Je mets un petit taux indice P devant pour dire que je vais avoir c'est quoi? C'est mes chargements que j'ai mis avec taux P. J'ai un doute. Disons que c'est les chargements. Et oui, c'est ça. Et puis, je vais avoir une ressource puisque ça c'est un point important. Dans le cadre du pilier 1, dans le pire des cas, je vais prendre 1 an de prime et puis après on s'arrête. Il y a des petits bouts de prime qu'on prend. En gros, ceux pour lesquels les primes ne sont pas forcément acquises, mais elles sont émises. On va les intégrer dans le calcul. Mais après, on raisonne en groupe fermé, donc dans votre contrat d'épargne ou de retraite, vous ne prenez pas les primes futures des adhérents. Alors que dans l'ORSA, au fil du temps, on va intégrer, chaque fois que les adhérents payent une année de prime, on va l'intégrer. Puis à partir de cette année de prime, on va reprendre la logique du groupe fermé pour refaire le calcul correspondant à un lien, mais décalé d'1 an, de 2 ans, etc. Donc on voit apparaître ce nouveau terme avec un signe moins, puisque c'est une ressource, et donc ça vient diminuer le flux de trésorerie net de l'assureur. Toujours la même logique, une fois que j'ai ma somme de flux actualisée, je recalcule espérance de BA croix, etc. Donc ici, espérance de PA croix QF, je veux dire, ça va pas être très compliqué. Enfin, pas très compliqué. Mon taux de chargement, il est fixe. Mon taux d'actualisation, c'est un taux d'actualisation, donc c'est financier. Le PR, j'ai une revalorisation à cause du R. Donc cet élément-là reste un tout, je ne peux pas le simplifier. Par contre, je vais supposer que mes cotisations, leur modalité de revalorisation ne dépendent pas de la performance de l'actif. Même ici, je les suppose pour simplifier fixe. Et donc, je vais simplement mutualiser ce que je peux mutualiser dans ces cotisations et actualiser au taux, avec la courbe des taux zéro coupon initial. Donc là, on est dans le cas simple où je n'ai pas d'interaction à prendre en compte sur mes cotisations. Donc le point un peu sensible dont on a à gérer, ce n'est pas une surprise, c'est celui-là. Et pour celui-là, il n'y a pas de mystère, il me faut un modèle ALM pour voir comment la revalorisation va impacter le flux de base de prestations en fonction des performances de l'actif. Alors, c'est là qu'on va essayer de se creuser la tête un petit peu. Et ce que je vais faire, je vais dire, bon, c'est de la retraite, je revalorise. Bon, déjà, il y a un taux technique qui a été inclus dans mon contrat, donc j'ai cette première contrainte. Et puis, je vais rajouter à ce taux technique, rajouter. Je vais faire en sorte que la revalorisation atteigne l'inflation. Alors, quand je fais dans un premier temps avec uniquement le taux technique, j'ai mon taux de revalo qui va s'écrire comme ça. Vous voyez, je fais toujours le même type de simplification, enfin de décomposition, c'est pas une simplification, sur mon taux de revalorisation globale en disant c'est ici le taux de revalorisation auto-technique. Alors oui, c'est encore ma spécialité sur les notations. Je parle d'inflation, je parle de taux technique et le petit i, je le mets pour le taux technique, mais pas pour l'inflation. Et mon taux de revalorisation avant taux technique, ça va être celui-là. Et je vais supposer que mon régime, il va chercher à servir une quote-part de l'inflation, ce qui va me permettre d'écrire quelque chose comme ça. Quote-part de l'inflation, ça veut dire que mon oméga K, je vais faire l'hypothèse que c'est un facteur lambda qui n'a rien à voir avec le prix de marché du risque, qui peut être en général 100% par exemple, fois le IK, et le IK, c'est l'inflation de la période de K. Il y a quand même un I pour l'inflation, mais avec un indice pour ça, pour la période à laquelle elle se rattache. Donc, mes flux revalorisés n'ont pas de complexité particulière. Je pars de mon flux brut de mon pied de rente. Je lui applique les JN de revalorisation. Donc, il ressemble à ça. Et ce qu'on va faire, c'est
trouver, alors c'est pas tout à fait immédiat, mais si vous partez, faites-le à titre d'exercice, ou vous regardez dans la référence, partez de la relation de Fisher, hein, qui vous dit que le 1 plus le taux nominal, c'est 1 plus le taux d'inflation, soit 1 plus le taux réel. Et en bricolant un peu, vous allez vous apercevoir que le taux d'inflation, je peux finalement l'exprimer à partir de mon taux de court terme nominal moins le taux de revalorisation. C'est une